Ragna est un raté qui a vu toute sa famille se faire massacrer par des dragons sans pouvoir rien faire. Mais tout change quand il a une vision de la mort de son ami. Il s'entraîne alors pour devenir le plus puissant chasseur de dragons afin de la sauver puis de se la faire. Mais avant ça, quand Ragna n'était qu'un enfant, il a vu toute sa famille se faire dévorer par des dragons sans pouvoir intervenir. À cause de ça, il était harcelé sans cesse, car tout le monde pensait qu'il portait la poisse et qu'il était responsable de la mort de ses parents. Pourtant, un jour, une chasseuse de dragons nommée Leonika l'a trouvé et lui a proposé de chasser les dragons avec elle. Elle a promis de lui apprendre à survivre dans ce monde cruel, et Ragna, bien que sceptique, a accepté de la suivre. Lors de leur première mission, Ragna a regardé avec admiration cette gamine anéantir un puissant dragon. C'est là qu'il a compris à quel point elle était forte et il a décidé de rester à ses côtés pour devenir fort lui aussi. Au fil des ans, ils ont fait équipe, mais comme Ragna était un boulet, Leonika devait sans cesse le sauver, car elle est la meilleure chasseuse de la ville. Mais ça a fini par attirer la haine des autres chasseurs, car à leurs yeux, Ragna n'était qu'un bon à rien qui profitait de Leonika. Un chasseur en particulier, Sykes, le deuxième plus fort du pays juste après Leonika, l'a mal pris et a commencé à insulter Ragna. Mais Leonika sort son épée, expliquant qu'au contraire de ses froussards, son but ultime est de tuer le dieu dragon pour prouver sa force et que Ragna est le seul assez brave pour l'accompagner. Ça fait taire le perdant, mais Ragna déteste être constamment moqué pour sa faiblesse. Alors chaque nuit, pendant que Leonika dormait, il s'entraînait dur pour progresser, mais c'était impossible car il n'avait aucun talent pour la chasse. Pourtant, lors d'un entraînement, un vieil homme dégingandé apparaît et lui montre une vision du futur où Leonika se fait tuer par un dragon surpuissant. Ça le terrifie, alors il pousse son entraînement au maximum pour ne pas perdre Leonika comme il a perdu sa famille. Le lendemain, à la guilde, on apprend qu'une ville voisine a été totalement brûlée et rayée de la carte par des dragons. Cependant, alors que tout le monde est en pleine effervescence, Ragna ressent soudainement cette terrible sensation que le cauchemar qu'il a eu à propos de la mort de Leonika est sur le point de devenir réalité. À ce moment-là, une énorme explosion retentit dehors. En sortant voir, il réalise que toute la ville est attaquée par des dragons. Horrifiée, Ragna attrape la cape de Leonika et la supplie de fuir, mais elle refuse d'être une lâche et lui assure qu'elle ne mourra pas. Avant qu'il ne puisse la convaincre, la petite têtue part faire son devoir de héros, et Ragna, désespéré, se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, Sykes et son équipe ont déjà foncé affronter les dragons, pour tomber sur un hybride supérieur lançant des tentacules tranchants. En tombant sur ce monstre à tentacules, Ragna réalise que c'est la créature qui avait tué Leonika dans sa vision. Désespéré de la sauver, Ragna attaque le monstre, mais il se fait rétamer et finit projeté dans une rivière voisine. En voyant ça, Leonika perd son sang-froid et défie la créature pour s'en être prise à Ragna. Pendant que Ragna se noie, cette expérience de mort imminente réveille des souvenirs de sa vie passée où il s'entraînait comme un fou pour atteindre le rang de dieu. Après cette prise de conscience, son esprit apparaît dans un vide blanc où le vieil homme de tout à l'heure se révèle être la version future surpuissante de Ragna. Le vieux s'effondre, admettant que même s'il est le plus fort, il est misérable car il a quand même perdu Léo, qui représentait tout pour lui. En entendant cela, Ragna saisit le vieil homme par le col et le supplie désespérément de lui donner son pouvoir pour qu'il puisse enfin empêcher Léo de mourir cette fois. Le vieil homme révèle que c'était son intention depuis le début, puis il le poignarde en plein cœur pour fusionner leurs âmes. Instantanément, une vague de puissance écrasante submerge Ragna et le propulse à la surface où le monstre dragon s'apprête à empaler Léo avec ses tentacules. Mais l'aura terrifiante de Ragna fait frissonner le monstre jusqu'à la moelle, le figeant en pleine attaque. Alors que Ragna approche avec une aura de protagoniste, un simple contact gèle les dragons de bas niveau avec de l'argent et les brise instantanément. Grâce à des années d'entraînement, le futur Ragna a fusionné son corps avec sa lame d'argent, se transformant en prédateur ultime des dragons. Voyant la puissance incroyable de Ragna, le monstre dragon devient fou furieux et révèle sa vraie forme de dragon pour l'intimider. Mais malgré cela, Ragna reste imperturbable, gèle le monstre avec de l'argent et le pulvérise d'une simple pichonnette. Une fois la poussière retombée, Ragna redevient normal, et en serrant Léo dans ses bras, il fond en larmes de joie après l'avoir enfin sauvé. Cependant, il s'évanouit vite d'épuisement et le lendemain matin, à son réveil, il voit Léo et réalise qu'ils sont chez Sykes. Quand Six entre, Ragna le remercie de les héberger, mais insiste pour qu'il quitte la ville immédiatement, convaincu que le seigneur dragon enverra d'autres dragons pour se venger. Mais Sykes exige de savoir comment un bon à rien sans talent comme Ragna s'est soudainement transformé en dieu de la guerre. Quand Ragna essaie de parler, il s'évanouit à nouveau, alors Léo explique que son nouveau pouvoir pourrait être le fruit d'un entraînement intensif.
Mais malheureusement, c'est épuisant et cela le rend instable. Quelques instants plus tard, un vacarme éclate dehors et en sortant, il voit la ville attaquée par des lianes effrayantes rampant depuis la forêt. Immédiatement, Sykes se précipite sur les lieux et en tranchant une racine avec sa lame d'argent, elle gèle, lui faisant réaliser qu'un dragon est derrière l'attaque. Au même moment, Léo est déjà sur place, montrant ses talents d'épéiste exceptionnels et éliminant quelques monstres sylvestres. Cependant, quand elle remarque qu'une liane monstrueuse a piégé Ragna, qui somnole encore comme un paresseux, elle court le sauver mais manque de se faire tuer. Sentant que Léo est en danger, Ragna sort du pays des songes et lance immédiatement un sort de gel qui immobilise toutes les lianes et les arbres terrorisant la ville. Après avoir localisé le dragon par magie, Ragna fonce vers lui mais s'en veut d'avoir dormi et d'avoir failli perdre Léo une fois de plus. Une fois sur place, il assène un coup à la Liu Kang dans la sale gueule bouffie du dragon et l'expédie valser au plus profond de la forêt. Il réalise aussi qu'il vient de sauver une fille qui était à 2 doigts de finir en repas pour le dragon. Cependant, quand la fille s'approche pour le remercier, Ragna la reconnaît comme la réincarnation de son puissant partenaire de sa vie antérieure. Excité de l'avoir retrouvée même dans cette vie, il l'appelle par son ancien nom, Crimson, et révèle qu'il sait tout d'elle, y compris qu'il s'agit en fait d'un garçon travesti en fille. Quand Crimson fait semblant d'être amnésique, Ragna lui rappelle qu'il était un monarque dragon ayant tenté d'éliminer le roi dragon, ce qui lui a valu d'être marqué comme traître pour haute trahison. Cependant, juste au moment où Ragna pense avoir convaincu Crimson de le rejoindre, Crimson lui flanque une gifle monumentale pour l'avoir traité de transgenre. C'est alors que Léo arrive pour voir Ragna, mais soudain, le répugnant dragon revient lui aussi pour le 2e round. Alors que la bête charge, gueule puante grande ouverte, prête à les dévorer, Ragna lance nonchalamment une bombe d'argent dans son gosier sans même regarder et elle explose de l'intérieur. Une fois la poussière retombée, Léo le félicite pour sa force et dit qu'elle est heureuse de ne jamais avoir abandonné le jour de leur rencontre. Pourtant, Ragna répond par un silence glacial et après un court instant, il lui dit de quitter la ville avec les autres villageois, promettant de la rejoindre plus tard. Mais Léo refuse, insistant sur le fait qu'elle veut rester avec lui. Sachant que c'est le seul moyen de la protéger, Ragna tente de la convaincre en lui expliquant à quel point il est dangereux de rester à ses côtés. Mais comme Léo refuse toujours d'écouter, il l'assomme. Quelques heures plus tard, quand Léo reprend connaissance, elle se retrouve portée sur le dos de Sykes comme un sac de patates. Se demandant pourquoi elle est sur le dos de ce bon à rien, elle exige des explications, et Sykes lui dit que Ragna lui a demandé de l'escorter avec les citadins hors de la ville. Pendant ce temps, Ragna regarde Léo partir, et même si cette séparation le déchire, il sait qu'il doit s'entourer de gens dont la mort ne l'anéantira pas complètement. Il essaie donc à nouveau de persuader Crimson de l'accompagner dans sa mission pour rayer les dragons de la surface de la Terre. Mais Crimson ne veut toujours rien entendre. L'imbécile insiste sur le fait qu'il est une méchante, mais Ragna lui dit que porter une robe de méchante ne changera rien au fait qu'il est plus plat que tout le Kansas. Cependant, ce que Ragna ignore, c'est qu'avant de se réincarner dans ce monde, Crimson avait déjà décidé que s'ils se recroisaient, il se ferait désirer avant d'accepter de travailler avec lui. Donc, pour l'instant, Crimson reste simplement fidèle à son personnage. Quand Ragna réalise que le gars est bien décidé à ne pas faire équipe, il promet de le servir comme un roi et même de lui faire des massages à minuit. Mais avant que Crimson ne puisse répondre, ils aperçoivent soudain un dragon fendre le ciel, se dirigeant droit vers les citadins qui tentent d'évacuer. Réalisant le danger, Ragna attrape Crimson comme un jouet et se lance immédiatement à la poursuite du dragon. Quand il le rattrape enfin, il déchaîne ses arts de combat d'argent, invoquant de nombreuses lames d'argent qu'il lance sur le dragon, l'embrochant et l'anéantissant à l'impact. Observant de loin, Crimson réalise que Ragna peut créer des épées d'argent à partir de rien, des armes qui pourraient équiper toute une armée de tueurs de dragons. Comme son rêve a toujours été de commander une force aussi puissante contre les dragons, il décide enfin de faire équipe avec Ragna. Pour s'impliquer dans le combat, il recrache une créature de slime gluante et lui ordonne de dévorer les dragons restants jusqu'à ce qu'il ne reste que des squelettes. Puis il abandonne son rôle de méchante et se transforme en Crimson, le redouté monarque dragon, et accepte enfin l'offre de Ragna d'unir leurs forces. Cependant, avant d'officialiser, il lance à Ragna une fiole de poison et lui dit de la boire, expliquant que le poison le tuera à l'instant même où il songera à le trahir. Mais avant même que Crimson ne finisse son explication, le gars l'avale sans hésiter et lui dit qu'une chose pareille ne pourrait jamais arriver. Convaincu par sa détermination, Crimson promet de l'aider dans sa quête pour anéantir tous les dragons, y compris le roi dragon. Pendant ce temps, une ville non loin de là se fait massacrer par un dragon nommé Tempest Wind qui utilise la force du vent pour faire souffrir ses victimes. Il ne prend que des femmes en otage et les torture pour son plaisir sadique. De plus, la ville est frappée par une flopée de dragons de rang inférieur et les chasseurs locaux donnent tout ce qu'ils ont pour les repousser.
Cependant, ils sont faibles et totalement dépassés, et une bonne partie d'entre eux finit dans le ventre des dragons. C'est alors que Ragna et Crimson arrivent sur les lieux pour aider, et Ragna abat immédiatement plusieurs dragons, laissant les chasseurs épuisés sous le choc. Une fois terminé, Crimson lui dit qu'il veut voir ses pouvoirs d'argent de ses propres yeux tout en éliminant des dragons. Quand Ragna promet d'utiliser ses pouvoirs la prochaine fois, le maniaque louche refuse, insistant sur le fait qu'il aimerait utiliser ses pouvoirs lui-même. Ragna n'a pas la moindre idée de ce qu'il veut dire par là, mais avant qu'il n'ait pu demander des explications, Crimson se tourne vers les chasseurs et commence à leur parler. Il les assure qu'ils sont en sécurité maintenant, et après s'être présenté avec Ragna, il lave le cerveau des chasseurs crédules pour qu'ils le voient comme leur messie. Le chef des chasseurs de dragons se présente alors sous le nom de Michael et remercie Ragna et Crimson d'être venus à leur secours. Cependant, en s'agenouillant, il les supplie d'aider son peuple à vaincre le terrifiant dragon de la tempête qui terrorise la ville. Entendre cela motive Ragna instantanément, et il est prêt à traquer le dragon, mais Crimson l'arrête et le paralyse avec un sort qui cause d'intenses courbatures. Alors que Ragna gîte au sol, incapable de bouger, Crimson commence à dégager des ondes à la Hisoka et révèle qu'il a l'intention d'utiliser le pouvoir de Ragna pour ses propres fins. Se tournant vers Michael, Crimson propose un marché. Ils élimineront le dragon, mais seulement si les chasseurs acceptent de devenir ses fidèles soldats, désespérés de sauver leur ville. Michael et ses compagnons acceptent, alors Crimson promet de leur fournir un équipement d'argent de premier choix qui fera d'eux de véritables chasseurs de dragons. Le lendemain matin, Crimson emmène sa petite troupe de chasseurs déguenillés à son entrepôt où il les équipe de mitrailleuses flambant neuves et d'AK-47 avant la chasse. Plus tard, il puise dans les capacités d'argent de Ragna pour plaquer les balles d'argent pendant que les chasseurs tirent sur des cibles pour affiner leur précision. Pendant ce temps, Ragna n'apprécie pas le plan sinistre de Crimson d'utiliser les chasseurs comme des pions, mais Crimson se fiche pas mal que ces idiots vivent ou meurent. Au lieu de cela, il s'inquiète davantage du fait que Ragna ait abandonné Leonica. Quand il l'évoque, Ragna insiste sur le fait qu'il ne veut pas en parler, mais Crimson insiste quand même, soulignant que Leonica est sa seule motivation, et l'avertit du danger si quelque chose lui arrivait en son absence. Il dit avec colère que la dernière chose qu'il veut, c'est que Ragna abandonne leur mission d'extermination, mais Ragna admet en larmes qu'il est terrifié à l'idée de perdre Leonica. Comprenant son point de vue, Crimson donne alors le genre de conseil que seul le Joker donnerait, suggérant qu'au lieu d'envoyer Leonica au loin, Ragna devrait la droguer et la cacher dans son entrepôt jusqu'à la fin. Mais Ragna rejette aussitôt cette idée stupide en tentant de lui démolir son visage amoché. En représailles, Crimson, furieux, le traite comme une ménagère des années 90 avant d'aller se préparer pour le duel contre le dragon de la tempête. Plus tard cette nuit-là, après que Crimson a motivé ses troupes, ils partent vers la position du dragon de la tempête. Une fois sur place, Crimson prend un mégaphone et commence à insulter le dragon de la tempête juste pour le provoquer. Sa stratégie fonctionne à merveille, et alors que le dragon de la tempête fonce sur eux, fou de rage, Crimson appuie à fond sur le champignon. Il les dirige droit vers le soleil pour faire croire aux dragons de la tempête que leur plan est d'utiliser la lumière du jour comme arme. Cependant, le vrai but de Crimson est de tout miser sur la puissance de feu. Il donne donc le feu vert à son équipe pour tirer. Ils commencent avec des balles en plomb ordinaires, pour faire croire à l'ennemi qu'ils sont assez bêtes pour utiliser des attaques inoffensives. Mais dès qu'ils ont mis assez de distance, Crimson ordonne à l'équipe de passer aux munitions en argent et ils font aussitôt pleuvoir l'argent. Dès que les balles touchent la tornade, elle la gèle instantanément, la faisant voler en éclats et expulsant le dragon de la tempête hors de son bouclier. Ses défenses anéanties, le slime de Crimson attaque et alors qu'il engloutit le dragon, il le projette sur une énorme flèche en argent. Cela le fait geler de l'intérieur et lui fait perdre le contrôle du vent. Dans une ultime tentative désespérée, le dragon de la tempête se libère du slime et tente d'extraire la flèche en argent de sa poitrine. Mais avant qu'il n'y parvienne, Crimson l'écrase avec le véhicule. Pour l'achever, les chasseurs de dragons le criblent de balles en argent et après que le soleil a rôti son corps, l'un d'eux lui tranche la tête. Depuis la voiture, Crimson révèle à Ragna que la tactique utilisée pour abattre le dragon de la tempête reposait sur l'exploitation de son ego démesuré. Il explique qu'après l'argent et le soleil, l'arrogance est la troisième faiblesse majeure des dragons supérieurs, puis il se vante d'avoir élaboré un plan aussi génial. Une fois le calme enfin revenu, les chasseurs de dragons remercient Crimson de les avoir sauvés du dragon. Ils le remercient aussi de les avoir équipés d'armes et d'un véhicule. Mais Crimson balaie les éloges et leur souhaite un bon voyage pour quitter le pays. Après cela, il claque des mains et efface tout souvenir de lui de leur esprit avant de les laisser partir. Une mission de chasse accomplie, Crimson allume la radio pour repérer quelles autres villes sont ravagées par les dragons. C'est alors qu'une émission annonce un assaut massif de dragons dans une ville située juste à la frontière.
Pour cette raison, chaque citoyen du royaume a reçu l'ordre d'évacuer vers la capitale, car elle est considérée comme l'endroit le plus sûr actuellement. Une fois le journal terminé, Ragna comprend que tout cela est un piège pour éloigner les gens de la frontière et les enfermer dans la capitale. Il suggère donc qu'ils s'y rendent eux-mêmes, et Crimson accepte. Pendant ce temps, 5 jours plus tôt dans la capitale, le roi venait d'apprendre la série d'attaques de dragons ravageant les villes du royaume. Il n'a donc pas perdu de temps pour envoyer des chasseurs de dragons dans chaque ville prise entre deux feux. Et même s'il se rassure en sachant que la capitale est protégée par une barrière solaire qui bloque les dragons, l'idée que son peuple soit bloqué à l'extérieur de ses murs continue de le tourmenter. Soudain, le temps se fige et le roi reçoit la visite inattendue d'Ultimacia, le monarque ailé et progéniteur des dragons. Alors que le roi se demande comment elle a franchi la barrière, Ultimacia va droit au but et révèle qu'elle est venue l'avertir. Elle lui dit que le dieu dragon a déjà donné l'ordre d'effacer chaque être humain de l'existence. Le roi est stupéfait d'entendre cela, mais Ultimacia l'assure que ce sera un bain de sang et que personne ne pourra rien faire pour l'arrêter. De retour au présent, un chauve informe le roi des défis économiques auxquels ils feront face s'ils continuent de laisser les gens se réfugier dans la capitale. Malgré tout, le roi méfiant lui ordonne de continuer à laisser entrer tout le monde puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Pendant ce temps, haut dans le ciel, après qu'Ultimacia a appris la mort du dragon de la tempête, elle envoie Voltekamui, le dragon supérieur le plus redouté au combat, s'occuper des responsables. Pendant ce temps, Ragna a un aperçu du futur sous la forme d'un rêve où il se retrouve capturé par les dragons après avoir tenté de leur tendre une embuscade, et il est brutalement torturé. Alors que les autres dragons envisagent de mettre fin à sa misérable vie, Ultimacia arrive et annule leur décision, insistant pour qu'ils le transforment en dragon et fassent de lui l'un des leurs. Quand Voltekamui tente de protester, elle lui entaille le crâne avec sa lame démesurée pour le faire taire, puis se présente gentiment à Ragna. Elle se dit ravie de l'accueillir dans sa merveilleuse famille de dragons, mais Ragna n'a aucune idée de ce que déblatère cette folle au visage d'ange. Alors, l'un des dragons cauchemardesques explique que chaque dragon adulte était autrefois un humain ordinaire, converti par le sang du progéniteur. Choquée par cette révélation, Ragna rejette l'offre de toutes ses forces, mais son corps est bien trop faible pour seulement bouger. Pendant qu'il lutte intérieurement, Ultimacia tire son sang et, par magie, le façonne en forme de dague. Pour commencer la transformation, elle soulève Ragna du sol et, tout en l'enlaçant, elle lui dit doucement de ne pas avoir peur juste avant de lui planter la lame profondément dans le dos. Dès que le sang du progéniteur atteint ses veines, Ragna pousse un cri à glacer le sang alors que la transformation commence. À ce moment-là, Ragna se réveille et réalise que c'est un cauchemar et qu'il est dans un carrosse en route vers la capitale. À leur arrivée, Ragna a soudainement une diarrhée explosive en voyant la foule massive et finit par vomir. Cela lui rappelle que la seule raison pour laquelle un asocial comme lui pouvait supporter la foule était que Leonica avait toujours été là avec lui. Après avoir fini par se reprendre, Crimson ordonne à son slime, qu'elle a transformé en petit garnement, de le surveiller jusqu'à son retour. Elle lui dit qu'elle reviendra dans 2 heures et précise bien qu'il a intérêt à ne rien faire de stupide pendant son absence. En traversant la ville, Crimson réalise qu'avec un tel afflux de réfugiés, il serait impossible pour le roi de s'occuper de tout le monde. Cela l'amène à soupçonner qu'un massacre secret de la population est en cours. Peu après, un général de la ville s'amuse dans un restaurant chic avec 2 filles à forte poitrine quand Crimson surgit soudainement. Ce général est Golem, un dragon de bas rang infiltré que Crimson a délibérément placé là pour recueillir des infos, alors elle le gifle et le piétine pour avoir privilégié ses envies charnelles à son travail. L'autre sbire de Crimson, une fille chat dragon nommée Chimera, arrive aussi, et Crimson les informe de son plan pour assassiner Ultimacia avec Ragna, puis précise qu'ils doivent collaborer avec lui. Pendant ce temps, dans les rues, alors que Ragna et Slime errent en attendant Crimson, ils tombent sur une foule immense réunie autour d'une estrade. C'est une exposition militaire, et quand la bâche tombe, elle révèle de nombreux cadavres de dragons gelés, suspendus en plein air pour être rôtis par le soleil. Alors que les corps des dragons s'enflamment, les militaires galvanisent la foule en déclarant leur engagement absolu à anéantir tout dragon osant menacer leur patrie et à ramener la paix. Tout ce discours excite la foule, mais Ragna tourne les talons et s'en va car il sait que tout cela n'est qu'une mise en scène et il sait exactement qui tire les ficelles. Cependant, en sortant, il passe juste devant Ultimacia déguisée en simple citoyenne et se fige instantanément. Son premier réflexe est d'attaquer, mais il se souvient de l'avertissement de Crimson, ne jamais défier Ultimacia seul, sous peine de rompre leur partenariat. Alors qu'il lutte pour ne pas frapper, Ultimacia s'approche soudainement de lui et commence à s'inquiéter de sa pâleur. Elle lui demande s'il va bien, mais Ragna ne peut pas dire un mot car il combat son instinct le plus profond de l'effacer de l'existence.
Il réalise que quelque chose en lui l'empêche d'en finir avec Ultimatia ici et maintenant, et il se demande si c'est parce qu'elle est actuellement avec un garçon. Pendant ce temps, Crimson et ses sbires analysent les images de la visite d'Ultimatia au roi. Les images montrent clairement qu'Ultimatia possède la terrifiante capacité de plier le temps lui-même, et Golem conclut que ce seul pouvoir la rend intouchable. Dans la rue, Ragna finit par abandonner quand il réalise qu'il n'a pas le cran d'attaquer Ultimatia à ce moment précis, alors il s'en va. Juste au moment où il part, l'un des dragons de rang inférieur d'Ultimatia, un petit gars lugubre nommé Nebulim, arrive pour prendre de ses nouvelles. Dès que Nebulim sent l'odeur dégoûtante de Ragna, qui n'a pas pris de douche depuis des jours, il comprend immédiatement que ce type doit être un chasseur de dragons. Mais Ultimatia précise que Ragna n'est qu'un pauvre type avec un visage effrayant qui souffre de problèmes intestinaux. Cependant, juste avant de finir son explication, elle réalise que Ragna et Slime ont tous deux disparu comme le vent. De retour avec Crimson, elle explique à son équipe qu'Ultimatia n'est pas invincible car elle a découvert que son point faible est son incapacité à mettre en pause et à remonter le temps au même instant. Pour remonter le temps, elle doit d'abord tout réactiver, et Crimson est convaincu que cette petite faille est précisément la clé dont ils ont besoin pour l'abattre. Il explique que même s'ils parviennent à éliminer Ultimatia la première fois, elle fera simplement un coup à la Doctor Strange pour remonter le temps jusqu'au moment où elle était en vie. Cependant, Crimson est certaine que s'il continue de l'éliminer encore et encore, peu importe combien de fois elle réapparaît comme un PNJ, ses réserves magiques finiront par s'épuiser. À ce moment-là, elle ne pourra plus remonter le temps, et c'est là qu'ils auront enfin leur chance de l'achever une fois pour toutes. D'un autre côté, Ragna ne peut pas se pardonner d'avoir gâché la chance en or que le dieu de l'anime lui a offerte d'envoyer enfin Ultimatia 6 pieds sous terre. Il se déteste d'avoir cédé comme un lâche, et quand la culpabilité devient trop lourde à porter, il dit à Slime de contacter Crimson pour l'informer qu'il est déjà parti à la poursuite de la cible. Alors qu'il s'en va, Slime panique, pensant qu'il va faire une folie. Alors il contacte immédiatement Crimson avec un téléphone reçu de Temu pour l'avertir qu'il y a le feu aux poudres. Pendant ce temps, Ragna retourne dans la rue et tout en filant Ultimatia, il l'entend parler à Nebulim de leur plan maléfique consistant à envoyer discrètement une poignée d'habitants de la ville directement dans l'au-delà. Elle ne jure que par l'assassinat par amour, alors Nebulim explique qu'il les a fait disparaître discrètement sans la moindre douleur. Cependant, entendre cela remplit Ragna de rage, car il réalise enfin que, tout comme dans sa vie antérieure, ce faux serpent doucereux est tout aussi pourri qu'elle ne l'a jamais été. Alors, quand il s'avance et l'affronte, il lui dit qu'il a enfin compris la raison pour laquelle il se sentait si mal pendant tout ce temps. Ultimatia n'a aucune idée de ce que le gars raconte, alors Ragna explique que la raison pour laquelle il avait la nausée était qu'il avait peur de la combattre. Cependant, il admet maintenant avoir brisé ce qui le retenait. Confuse, Ultimatia se demande s'il s'est échappé d'un asile et tente de le calmer. Mais soudain, Nebulim vole en éclats sous ses yeux et à ce moment-là, Ragna sort sa lame d'argent pour la combattre. Réalisant maintenant qu'il est un ennemi, Ultimatia se transforme en sa forme de monarque ailé, mais Ragna se déplace à la vitesse de la lumière et la réduit en lambeaux. Cependant, elle remonte le temps et revient d'entre les morts, alors Ragna charge à nouveau et lui tranche le bras, provoquant la panique de tous les passants qui s'enfuient pour sauver leur vie. Pourtant, Ultimatia continue de remonter le temps pour ressusciter encore et encore, et Ragna refuse catégoriquement de lâcher prise. Comme un homme qui a complètement perdu la tête, Ragna enchaîne les attaques brutales les unes après les autres, sans s'arrêter. Dans sa vie précédente, après que Ragna a été poignardé par Ultimatia, avec sa lame forgée dans le sang, il était sur le point de se transformer en dragon. Mais à l'instant où une image de Leonica traverse son esprit, il repousse les gros ballons de lait d'Ultimatia et saisit immédiatement sa lame d'argent. Pour s'empêcher de devenir un dragon, il se plante la lame d'argent directement dans la poitrine, pour combattre le sang de dragon qui coule en lui, puis s'évanouit. Ultimatia est déconcertée par sa détermination à ne pas devenir un dragon, ce qui l'oblige à admettre qu'elle a fait une énorme erreur en voulant le transformer, alors elle abandonne Ragna là pour mourir. Mais juste après son départ et celui des autres dragons, Crimson et sa bande apparaissent soudainement. Dès que Crimson aperçoit la dague d'argent plantée dans la poitrine de Ragna, elle le trouve intéressant et l'emmène avec elle pour soigner ses blessures. De retour au présent, quand Crimson apprend que Ragna combat Ultimatia, malgré son avertissement, elle perd presque la tête car ce n'était pas le moment qu'elle avait prévu pour la bataille finale. Cependant, elle se console en sachant que si Ragna parvient d'une manière ou d'une autre à l'emporter contre Ultimatia, cela compte toujours comme une victoire de son côté. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Ragna continue de démolir Ultimatia comme si elle était la cause de la fin dans le monde. À chaque coup, il envoie sa tête voler comme un ballon de foot dans une publicité pour la Coupe du Monde. Il l'a isekaié tellement de fois qu'Ultimatia commence à perdre le compte.
Mais à chaque fois, elle rembobine simplement et rejoue la scène comme un album de Drake en boucle. À ce moment-là, l'un des anciens dragons nommé Borgias tente d'aider Ultimatia, mais Golem le pulvérise de nulle part avant même qu'il ne puisse faire un geste. Alors que Ragna continue de corriger Ultimatia comme si elle lui devait de l'argent, il se retrouve soudainement piégé à l'intérieur d'une barrière violette créée par Nebulim. Voyant une ouverture, Ultimatia ne perd pas de temps et remonte l'horloge pour revenir, puis transforme son sang en une meute de dragons mortels. Les dragons s'enroulent autour de Ragna comme un cocon pour l'avaler tout rond, mais à ce moment, Ragna libère son mode Super Saiyan de niveau 3 et se libère. Pendant ce temps, Ultimatia peut enfin se soigner complètement et commence à déployer son aura angélique. Mais juste après, Ragna déchire le mur de sang comme un éclair et la terrasse à nouveau. Cette fois, il ne lui laisse pas une seconde de répit. Il l'éjecte hors des murs de la capitale et la roue de coups sans aucun égard pour son sexe. Il l'abat si fort qu'il provoque une énorme explosion et fait même voler sa robe angélique. Réalisant qu'elle peut mourir à tout moment, Ultimatia tente un geste désespéré et remonte le temps jusqu'au moment où Ragna et Slime étaient dans la foule. Même si Ragna ne se souvient de rien de ce qui s'est passé ou de sa bagarre avec Ultimatia, son instinct lui crie que quelque chose ne va pas. À ce moment, Ultimatia apparaît et fige à nouveau le temps, piégeant tout le monde dans une boucle temporelle. En s'approchant de Ragna figée, elle se demande ce qu'elle a bien pu faire pour qu'il la batte ainsi sans pitié. Cependant, comme elle est trop en colère pour s'en soucier, elle déclare qu'il doit mourir, puis fait léviter la foule vers un lieu sûr. Mais soudain, elle remarque que le doigt de Ragna bouge, ce qui la terrifie car personne n'est censé bouger pendant son arrêt du temps sans permission. Alors qu'elle se demande si c'est son imagination, Nebulim apparaît sous sa forme de dragon et commence à rouer Ragna de coups. Cela dure plusieurs minutes jusqu'à ce qu'Ultimatia arrête le lunatique et lui dise qu'il perd son temps. Elle explique qu'elle vient de découvrir que le corps de Ragna est entièrement enveloppé de Silverine, faisant de lui le vif-argent asiatique. Elle suggère alors qu'au lieu d'une bagarre générale, ils utilisent une approche différente. Elle ordonne donc à Borgias de dire au roi sans cervelle de frapper Ragna avec tout ce que la barrière solaire possède, convaincue que c'est leur seule chance. Elle dit ensuite à Nebulim qu'ils doivent partir tout de suite avant de se prendre eux-mêmes ce rayon laser. Mais juste au moment de partir, Ragna est frappée par le souvenir traumatisant d'Ultimatia, le poignardant avec sa lame de dragon forgée dans le sang. Cela l'enrage, alors il ressuscite comme un méchant de film d'horreur et fonce immédiatement sur Ultimatia, cette fois au ralenti. Ultimatia panique, se demandant comment il peut bouger dans sa boucle temporelle, alors elle lui hurle de reculer et l'attaque avec du feu. Elle est terrifiée car sa magie temporelle ne fonctionne pas bien, car seuls ceux qui ont son sang en eux devraient pouvoir bouger dans son monde figé. Cependant, elle ignore que le futur moi de Ragna porte également son sang. Pendant qu'elle est perdue dans ses pensées, Ragna réduit la distance. Alors qu'elle hurle d'horreur, Nebulim se précipite pour la défendre en créant un mur de barrière protectrice. Mais Ragna le fracasse avec sa tête dure et se retrouve juste devant le visage d'Ultimatia. Il sort ensuite une lame d'argent de son propre corps et la déchire comme du papier de soie humide. Mais Nebulim parvient de justesse à sauver sa tête à temps. Ragna s'apprête à détruire sa tête aussi, et en le voyant foncer sur elle, Ultimatia voit déjà sa vie défiler devant ses yeux. Mais soudain, Ragna s'arrête et se met à saigner de partout car il a subi trop de dégâts en utilisant une trop grande partie de son pouvoir futur. Alors qu'il s'effondre au sol, Borgias hurle à Nebulim de s'enfuir avec la tête d'Ultimatia, et juste à ce moment, le roi tire avec le canon solaire directement là où Ragna est tombée. Une fois la fumée dissipée, Crimson et son équipe arrivent pour voir comment va Ragna. Mais Crimson est agacé que cet imbécile ait ignoré ses instructions, et est quand même fini par subir une cuisante défaite. Pendant ce temps, là-haut dans le ciel, Ultimatia est terrifiée après avoir failli mourir des mains de Ragna. Voir Ultimatia dans un tel état de peur excite Crimson, car cela prouve que même si elle est un puissant monarque ailé, au fond, elle n'est encore qu'une petite fille effrayée. Ultimatia se demande comment Ragna a réussi à se libérer de sa boucle temporelle et elle craint de perdre le contrôle de ses pouvoirs. Nebulim essaie de l'empêcher de perdre complètement les pédales, mais c'est exactement ce que veut Crimson, alors ce sadique fait exploser plusieurs bombes à travers la ville pour pousser Ultimatia encore plus à bout. Alors que toute la ville sombre dans le chaos, Ultimatia observe d'en haut la destruction des vies et des biens et perd complètement la tête. À ce moment-là, la seule pensée dans sa tête est de remonter le temps jusqu'au tout début de la création afin de pouvoir recommencer le monde et sauver tout le monde. Mais Nebulim l'arrête et lui rappelle que remonter le monde épuiserait complètement son pouvoir magique, ce qui est exactement ce que veulent leurs ennemis.
Réalisant qu'il a raison, Ultimacia finit par se calmer et pleure amèrement, car tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était d'empêcher la souffrance des humains. Crimson est agacée que son plan ait foiré autant que son visage, alors elle s'en va, furieuse, avec Chimera portant Ragna sur son dos. Crimson retourne dans son entrepôt magique, qui lui sert aussi de chambre du globe d'où elle peut se téléporter n'importe où sur Terre, et même sur la Lune. N'ayant pas réussi à vaincre Ultimacia, Crimson décide de quitter le pays pour récupérer et préparer son prochain coup. Mais Ragna se réveille soudainement et refuse de bouger tant qu'Ultimacia n'est pas 6 pieds sous terre. Alors qu'il peine à se lever, il insiste pour retourner au combat et en finir avec elle, mais Crimson l'arrête et lui conseille de réfléchir un peu. Il lui dit qu'il est inutile d'agir de façon imprudente car il a déjà fait un travail incroyable en faisant paniquer Ultimacia. Pourtant, Ragna est consumé par la rage et refuse d'écouter ses conseils de merde car il ne veut qu'une chose, voir Ultimacia mourir sous le fil de sa lame. Quand Crimson tente de le calmer, Ragna pète un plomb et active ses arts de combat d'argent. Crimson ordonne aussitôt à Chimera de le maîtriser avant qu'il ne détruise son repère, mais il réalise qu'il est trop tard car le mur se fissure déjà. Pendant ce temps, alors que Nebulim scrute la zone pour trouver Ragna et se venger, il perçoit soudain son énergie à travers la fissure. Voyant qu'ils sont découverts, Crimson tente d'ouvrir la porte pour fuir, mais elle est bloquée. Il ordonne à Golem de neutraliser Nebulim, qui lui tire aussitôt en pleine face. Mais Ragna se libère de Chimera et, fou de rage, déploie sa puissance avec la ferme intention d'exterminer jusqu'au dernier dragon. Crimson est furieux que Ragna aide l'ennemi à gâcher ses plans, mais avant qu'il ne l'arrête, Ragna perd le contrôle et provoque une explosion massive. Heureusement, Crimson et Ragna sont téléportés par magie dans une base militaire située à des kilomètres de la capitale. Quand Crimson reprend connaissance, il est arrêté et conduit devant une fille plate et sans forme nommée Starlia, la seconde princesse du royaume et chef de la base. Par un curieux coup du sort, Crimson connaît très bien Starlia et il ne peut absolument pas la piffrer. À sa naissance, Starlia n'avait ni bras ni jambes, mais ses yeux immenses pouvaient percevoir toutes les auras du monde. Grâce à ce don incroyable, elle peut manipuler la matière et tout contrôler, devenant avec le temps une force avec laquelle il faut compter. Mais si Crimson la déteste plus que tout, c'est qu'elle flaire les mensonges à l'instant, alors que mentir est le gagne-pain de Crimson. Ainsi, le seul moyen pour Crimson de la tromper est de glisser un peu de vérité au milieu de ses mensonges. Quand Starlia l'interroge sur son identité et sa présence ici, Crimson révèle ses yeux de dragon et avoue qu'il en est un. Puis il prétend mensongèrement s'appeler Krish et n'être qu'un simple magicien. Il affirme avoir tenté de fuir la capitale par téléportation à cause de l'explosion, mais avoir atterri par erreur dans leur cercle magique. Durant l'interrogatoire, Crimson s'efforce de contrôler son aura pour que Starlia ne capte pas qu'il est un menteur pathologique. Pourtant, après avoir tout écouté, Starlia le félicite calmement d'être le plus grand menteur qu'elle ait jamais rencontré. Elle lui dit qu'il mérite un record au Guinness, puis lui offre une superbe lame d'argent pour récompenser son incroyable tromperie. Elle explique qu'elle offre des armes à ceux qui l'impressionnent, mais dès que Crimson la touche, le visage de Starlia se crispe et elle la lui arrache des mains. Elle révèle qu'elle est née sans bras, alors pour compenser ce manque, elle a recouvert tout son corps d'argent. Grâce à l'argent, ses yeux voient au-delà des émotions et perçoivent la vraie nature des choses. Elle explique qu'au moment où Crimson a touché sa lame, elle a senti qu'il était enveloppé par une masse de mort d'un noir absolu. Starlia ordonne alors à son armée d'arrêter Crimson et l'accuse d'être le responsable de l'explosion dans la capitale. Paniqué, Crimson clame son innocence et supplie les soldats de le sauver, mais Starlia ne croit pas à son numéro et lui projette une épée. Crimson hurle de terreur quand l'épée approche, mais en réalité, il s'en moque car il ne mourra pas ici. Il compte simuler son trépas pour s'enfuir par le sous-sol plus tard. Mais Ragna surgit soudain pour arrêter la lame à main nue, expliquant qu'il est le seul au monde autorisé à s'en prendre à Crimson avec son épée. Pendant que les autres se demandent comment Ragna est entrée sans être vue, la princesse Starlia sent ses jambes flancher et s'effondre. Elle panique comme si elle voyait un fantôme, tandis que sa tutrice, Nazarina, s'empresse de cacher ses dessous couleur pêche aux yeux de tous. Quand Nazarina demande ce qui ne va pas, Starlia pointe Ragna et le décrit nerveusement comme une épée d'argent dotée de bras et de jambes. Alors que les autres voient en Ragna un pauvre type couvert de bandages, Starlia panique car son aura accrue lui permet de voir ce qui échappe aux autres. Persuadé que Ragna a attaqué leur commandant, 3 soldats chargent, mais Ragna les envoie tous les 3 valser d'un seul coup de poing. Voyant la puissance de Ragna, Starlia est totalement subjuguée, et elle réalise alors qu'il est la fusion parfaite entre l'humain et la Silverine. Elle réalise qu'il frôle la perfection humaine avec son corps sculpté comme un dieu grec et, par-dessus le marché, une énorme épée d'argent entre les jambes. Starlia tombe aussitôt amoureuse de Ragna et se met à rougir comme une fan devant sa star préférée.
Crimson est stupéfait par la réaction de la princesse, il n'avait pas prévu ça, et quand Ragna tente de parler, Starlia cache son visage empourpré. Ragna explique qu'il ne veut combattre personne, et sous les murmures de Crimson, il déclare qu'ils obéiront à tous les ordres reçus. L'affaire étant réglée, les soldats les jettent en cellule le temps de décider de leur sort. En cellule, Crimson écrase la tête de Ragna pour le punir d'avoir désobéi et d'avoir rasé son entrepôt. Ragna s'excuse pour la destruction de l'entrepôt, mais il précise bien qu'il ne regrette absolument pas de s'en être pris à Ultimatia et qu'il serait même ravi de recommencer. En réponse, Crimson écrase son pied encore plus fort. Ragna reparle alors de Slime, et comme par chance, Crimson en trouve une goutte sur le cou de Ragna, elle s'en sert, avec ses cheveux, pour le ramener à la vie. Mais quand Slime apparaît, il est tout ratatiné comme du linge séché trop fort. Crimson blâme Ragna pour ce nouvel échec. Après que Ragna se soit excusé, Slime leur demande où ils se trouvent. Crimson explique alors qu'ils sont dans une base d'entraînement souterraine, mais il révèle ensuite que les personnes présentes dans l'installation sont en danger, car d'ici peu de temps, Tara et Zora, les dragons belliqueux, attaqueront. Il vaudrait donc mieux qu'ils s'échappent et retournent à la capitale. Pendant ce temps, la princesse Starlia est toujours sous le charme du charisme argenté de Ragna et ne peut s'empêcher de penser à lui. Alors, Nazarina la gifle violemment pour la ramener à la réalité, puis la réprimande pour avoir laissé un inconnu perturber toute sa concentration. Pourtant, Starlia se dit prête à mourir pour ce beau morceau d'argent qu'elle a rencontré et Nazarina réalise que la fille est vraiment affamée. Cependant, Nazarina lui rappelle qu'elle est censée être la commandante du puissant corps d'Argentum et que sans son dévouement total, l'armée n'est qu'un tas de vauriens talentueux. Elle conseille aussi à Starlia qu'avoir des sentiments est tout à fait normal, mais qu'elle ne doit absolument pas laisser cela passer avant ses responsabilités. Boostée par cette motivation, Starlia convoque une réunion d'urgence avec son équipe pour discuter de l'attaque de dragons prévue sur leur base. L'un de ses généraux révèle que ces derniers temps, les dragons agissent bizarrement, car il n'y a aucun signe significatif d'une attaque imminente. C'est presque comme si les dragons avaient complètement oublié leur mission d'attaquer la base. Mais au lieu de rassurer Starlia, cette nouvelle l'inquiète, la poussant à se demander ce que les dragons supérieurs peuvent bien manigancer. Elle ordonne donc à ses généraux de ne pas baisser leur garde et de continuer à renforcer leur défense en cas d'invasion soudaine. Lorsqu'elle s'enquiert de l'état du cercle de téléportation pour l'évacuation, le général aux yeux cachés par sa frange l'assure nerveusement qu'il sera prêt dans 2 jours. À ce moment, Crimson et Ragna interrompent la réunion et Starlia commence immédiatement à s'agiter, rougissant violemment face à la présence de Ragna. Ses commandants deviennent hostiles envers Ragna et exigent de savoir comment ils ont quitté leur cellule, ce à quoi Crimson répond avec sarcasme qu'ils ont poliment demandé aux gardes de les libérer. Crimson révèle ensuite qu'ils sont venus proposer un partenariat pour s'échapper tous ensemble. Il promet de les aider à obtenir le sang de dragon nécessaire pour activer le cercle de téléportation et de combattre les dragons, mais seulement s'ils acceptent de collaborer. De plus, il dit qu'il fournira des infos précieuses sur les dragons supérieurs qui les attaqueront et leur offrira une super arme tueuse de dragons, à savoir Ragna. Mais Starlia refuse l'offre avec colère tout en gardant les yeux fermés pour ne pas avoir à regarder le visage bandé et séduisant de son coup de cœur. Réalisant que le plan de partenariat pourrait échouer, Crimson pousse immédiatement Ragna en avant et lui demande d'utiliser son charme pour convaincre la princesse. Ragna accepte et promet à la princesse éprise un accès illimité à sa longue épée d'argent comme elle le souhaite, si seulement elle accepte le partenariat. La princesse Starlia lutte un court instant pour résister à cette offre tentante. Cependant, quand ses pulsions bizarres anéantissent son sang-froid, elle cède et accepte l'alliance à la seule condition que toute la planification passe par elle. Plus tard cette nuit-là, à la base des dragons, Woltekamui rend une visite surprise à Ultimatia dans sa chambre. Il rapporte qu'il a traqué les chasseurs de dragons qui ont éliminé Vent-Tempête, puis lui montre la tête tranchée de Michael. Il se vante d'avoir espéré un combat difficile, mais les chasseurs de dragons ont cédé bien trop vite pour que cela en vaille la peine. Cependant, quand il réalise qu'Ultimatia est encore abattu par sa défaite face à Ragna et n'est pas d'humeur pour ses bêtises, il tente de la motiver. Mais le poids de sa première défaite historique a laissé Ultimatia si anéantie qu'elle commence à perdre le contrôle de ses pouvoirs de manipulation du temps. Woltekamui lui dit d'arrêter de se morfondre comme une petite pleurnicheuse et jure de faire payer personnellement Ragna pour ce qu'il lui a fait. Pendant ce temps, à la base, le pouvoir de Ragna est testé et il parvient à infuser de l'argent dans l'une des lames. Starlia fait alors appel à l'un de ses commandants, nommé Ike, pour tester la lame contre sa propre épée géante, et dès qu'Ike frappe, l'épée de Starlia manque de se fendre en 2. Tout le monde est choqué et impressionné, ce qui prouve que Ragna ne mentait pas quand il disait qu'il était pratiquement de l'argent vivant.
Malgré tout, Starlia refuse de descendre de son piédestal et de féliciter Ragna pour ce qu'il vient d'accomplir. Elle demande alors combien de temps la lame peut rester dans cet état amélioré avant que l'effet ne s'estompe. Ragna explique que même si l'argent renforce la lame, une utilisation fréquente au combat réduira progressivement son efficacité. Malgré tout, Starlia refuse toujours d'admettre que le savoir-faire de Ragna surpasse le sien, mais elle ordonne tout de même que chaque arme de la base soit alignée pour son traitement à l'argent. Peu après, tous les soldats de la base décident de tester personnellement les incroyables capacités de combat de Ragna pendant qu'il infuse leurs armes. L'un après l'autre, ils défient Ragna, mais il les désarme sans effort avant d'infuser leurs armes. Alors que les soldats réclament sa mort, Ragna se demande pourquoi ses perdants le détestent autant, comme s'il leur avait volé leur copine, ce qui le rend nerveux. À ce moment-là, une arme vole vers Ragna de nulle part et il l'attrape sans même regarder. Cette attaque soudaine a été menée par l'un des commandants, un petit gars débraillé nommé Shin, qui se targue d'être le meilleur épéiste de la base. Il défie fièrement Ragna en duel, mais Ragna le bat en une seconde pathétique. Embarrassé, ce petit perdant sans courage s'enfuit en pleurant pour que sa maman le console. Pendant ce temps, dans la salle de téléportation, un général nommé Fu et son équipe de geeks moches tentent de comprendre le cercle magique et la quantité de magie nécessaire pour l'essayer. Fu réalise qu'il faudra le sang de plus de 15 dragons inférieurs pour téléporter une seule personne, ce qui le frustre car il ignore où en trouver autant. C'est alors que Crimson apparaît et propose son aide, mais Fu le voit comme un menteur laid et dégoûtant et ne lui fait pas confiance. Cependant, n'ayant pas d'autre choix, il finit par accepter l'offre. À la base des dragons, Zora convoque tout le monde et suggère d'élaborer un plan pour leur prochaine action. Il leur rappelle qu'ils ont 2 missions à accomplir. D'abord, détruire le pays et ensuite éliminer Ragna et ses alliés pour avoir osé attaquer Ultimatia. Walt et Kamui lui dit de lui laisser Ragna car Ultimatia lui a déjà donné le feu vert pour lui rapporter sa tête. Mais Ultimatia le regrette, disant qu'elle a donné cet ordre sous la contrainte et qu'elle n'était pas dans son état normal. Avant que cela ne dégénère en dispute, Nebulim calme tout le monde et assure que Ragna viendra lui-même les chercher. Quand Zora demande d'où lui vient cette confiance, Nebulim explique que lors de leur dernière rencontre, il a senti la détermination écrasante de Ragna à assassiner Ultimatia par tous les moyens. Tara, le colosse, se joint alors à la conversation et conseille à tous de se rappeler que leur but ultime en tant que lignée est de protéger Ultimatia par tous les moyens nécessaires. À la base, Ragna se demande pourquoi Crimson lui a demandé de ne pas utiliser ses arts de combat d'argent. Crimson explique que c'est simplement parce qu'il n'a pas encore récupéré et qu'il a besoin de toutes ses forces pour affronter Voltekamui, qui, selon lui, viendra se venger à la base. Il explique ensuite que, tout comme Ragna, Voltekamui est aussi une bête qui a dépassé les limites de son pouvoir, Ragna doit donc être au sommet de sa forme pour l'affronter de front. Pendant qu'ils en parlent, la princesse Starlia arrive et demande à parler à Ragna en privé. Elle emmène Ragna sous terre, où elle révèle son intention de créer une arme puissante juste pour lui, mais le temps manque pour cela. Elle lui montre ensuite 3 épées recouvertes d'argent qu'elle a fabriquées, et Ragna est impressionné par son savoir-faire, alors il la complimente. Mais Starlia essaie de ne pas rougir car elle ne veut pas inonder ses portes, alors elle affirme fièrement que fabriquer les épées n'était pas un gros problème. Elle dit aussi à Ragna que même s'ils parviennent à s'échapper avec les soldats et les civils, elle n'a aucune idée de comment elle va nourrir plus de 1000 personnes dans un pays étranger. Elle révèle qu'elle prévoit de rejoindre l'église solarienne et de devenir un fléau des dragons, et qu'en échange, ils aideront à protéger son peuple. Cependant, elle craint de perdre la vie dans la bataille à venir contre les dragons supérieurs, et si c'est le cas, elle supplie Ragna de rejoindre le fléau des dragons à sa place. Ragna refuse, disant qu'il n'est pas fan de religion, puis lui conseille d'arrêter d'agir comme si sa mort était déjà prédéterminée. Starlia tente de le forcer et de l'intimider pour qu'il lui obéisse, mais à ce moment-là, Ragna déchaîne ses arts de combat d'argent pour infuser les 3 épées d'argent. Il fait cela pour qu'elle puisse avoir des armes puissantes qui l'aideront au combat et l'empêcheront de rencontrer son créateur de sitôt. Il l'encourage à vivre et à devenir elle-même le fléau des dragons, puis promet de la protéger de Zora, Tara et de toutes les légions de dragons qu'il pourrait amener. Mais Starlia y voit une insulte et s'enfuit avec colère, laissant Ragna perplexe quant à la raison pour laquelle elle n'a pas été séduite par ses paroles rassurantes. Pendant ce temps, à la capitale, l'extermination du peuple prend une autre tournure, et au lieu des morts silencieuses prévues par Ultimatia, de redoutables dragons commencent à attaquer ouvertement les gens. Au coucher du soleil, tout le monde à la base se prépare au combat, s'attendant à ce que l'ennemi arrive. Soudain, Zora apparaît et attaque avec des lianes monstrueuses pour percer la barrière que Starlia avait installée autour de la base souterraine.
Le grand Tara apparaît également dans une armure technologique de Temu, et alors qu'il se lance droit vers la base, Starlia panique car l'installation ne peut pas résister à une force aussi massive et sera certainement détruite. Mais juste au moment où il est sur le point de percuter le bâtiment, il est intercepté par une force puissante qui l'envoie s'écraser plus loin. À ce moment-là, Ragna apparaît brandissant 2 épées d'argent étincelantes, et en le voyant, Zora suggère d'appeler Volte Kamui. Mais Tara refuse, insistant sur le fait qu'il peut affronter Ragna seul. Pendant ce temps, les soldats à l'intérieur de la base sont attaqués par une horde de civils qui ont été chimiquement infectés par Zora et transformés en zombies sans cervelle. Au début, les soldats hésitent à éliminer leurs semblables, mais quand Ike, le commandant, se rappelle le conseil de Crimson, selon lequel le pouvoir de Zora est la synthèse chimique, il ordonne immédiatement à ses hommes de ne pas baisser leurs armes. Mais il est trop tard, car les zombies ont déjà réduit la distance, ce qui mène à une bagarre générale entre eux et les soldats. Pourtant, les zombies les submergent, et alors Kik va se faire poignarder par un gamin zombie, Starlia surgit avec des millions d'épées d'argent en lévitation pour les sauver. Elle leur rappelle ensuite que les seules vies qu'ils doivent protéger sont les civils qu'ils gardent, et que tout le reste est un ennemi à éliminer. À l'extérieur du camp, Ragna et Tara s'affrontent, et après plusieurs coups d'épée, Ragna réalise que l'armure de Tara est trop résistante et qu'il ne peut pas la transpercer. Il se rappelle la promesse faite à Starlia de combattre Zora et les millions de dragons qu'ils amèneront, et cela le fait se demander s'il n'a pas un peu exagéré. Pourtant, Ragna est déterminé à abattre Tara, alors il libère une quantité massive de Silverine dans sa lame et attaque. Mais Tara riposte en déchaînant un barrage massif de canons sismiques et alors que leurs pouvoirs entrent en collision, cela provoque une explosion atomique. Pendant ce temps, Starlia et ses troupes s'enfoncent dans la forêt à la recherche de Tara. Mais Tara a déjà une longueur d'avance sur eux car ils surveillent chacun de leurs mouvements grâce à ces millions d'yeux effrayants. De retour au combat, une fois la poussière retombée, Tara reste debout, tandis que Ragna gît au sol, totalement inconscient. À ce moment-là, Zora utilise la télépathie pour prendre des nouvelles de Tara, et Tara l'informe qu'il a gagné. Cependant, Tara pense que le gars qu'il vient de combattre n'est pas le même faucheur qui avait tenté d'éliminer Ultimatia. Alors qu'il s'approche de l'endroit où se trouve Ragna, Tara tente de l'achever en le clouant au sol avec son pied géant. Mais juste à temps, Ragna s'écarte et ramasse son épée pour continuer le combat même s'il est épuisé. Tara est stupéfait que Ragna ait réussi à survivre à son tir de canon, mais Ragna a survécu en transférant son corps dans son épée. Cependant, Tara ne voit pas l'utilité de le combattre à nouveau puisque Ragna est déjà faible et épuisé au point de cracher du sang. Alors, il invoque des millions de dragons de Baran pour faire le travail à sa place pendant qu'il s'en va. Alors que Ragna lutte pour repousser les dragons, il est presque submergé, mais Shin et un vieux type nommé Gamo arrivent pour le sauver. Shin le réprimande alors avec colère pour s'être laissé battre par des dragons de bas niveau et sa motivation redonne de l'énergie à Ragna. Après avoir enfin vaincu ensemble tous les dragons de Baran, Shin et Gamo partent rejoindre Starlia et les autres dans la forêt pour traquer Zora. Pendant ce temps, au plus profond des bois, Starlia érige une cage en utilisant son art de barrière et elle est convaincue que cela transformera simplement la forêt en son territoire. Elle a été attirée dans la forêt par Zora pour obtenir un avantage sur elle, mais le plus grand avantage de Starlia est qu'ils n'ont pas besoin de gagner la guerre. Ils ont juste besoin d'éliminer assez de dragons et de collecter leur magie pour alimenter la téléportation. Ce qu'elle n'a pas encore compris, par contre, c'est que Zora sait déjà que la magie des dragons alimente leur téléportation, et tout son plan est de les faire trimer 2 fois plus pour l'obtenir. En plus de ça, il dirige ses zombies humains droit vers leur cercle magique pour tout faire sauter, et Starlia, faisant appel à son sens divin, capte qu'un groupe massif se rapproche de la base. Cela lui fait réaliser que Zora doit prévoir de saboter leur téléportation, alors elle ordonne à ses hommes d'éliminer toute anomalie qu'ils verraient dans la forêt. Mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, Tara apparaît et lance un brasier terrifiant sur elle, mais elle crée rapidement une barrière pour encaisser l'attaque. Pendant ce temps, alors que Zora remarque la vitesse à laquelle sa magie vitale de dragon est absorbée par le cercle de téléportation de Starlia et son équipe, il soupçonne que quelqu'un d'autre a dû les aider. Il se rappelle que Nebulim lui a parlé d'une beauté aux cheveux blancs vue avec Ragna le jour de son combat contre Ultimatia, ce qui laisse Zora penser que cette femme aide Starlia et son équipe. À l'intérieur de la base, Ike maintient à peine la défense quand il remarque soudain que la plupart de ses hommes ont été éliminés en silence sans explication, ce qui le déstabilise complètement. Cependant, il soupçonne que le dragon blanc auquel ils font face actuellement en est responsable. Alors que ce dragon terrifiant ouvre les yeux, la barrière créée par Starlia pour défendre la base disparaît soudainement, et le dragon commence à avancer.
Paniqué, Ike ordonne immédiatement au reste de ses hommes de battre en retraite, puis commande aux tireurs à l'arrière de rester sur leur garde. Il réalise que ce dragon blanc doit utiliser une sorte de magie, et se souvient alors que Crimson lui avait dit que le pouvoir du monarque ailé étant la manipulation du temps, d'autres dragons matures devaient l'avoir. Fort de ce savoir, Ike ordonne de tirer, mais le dragon fige le temps et lance des missiles qui déchirent les organes des hommes. Ike est touché mais survit, et bien qu'il soit mort de peur, il réalise qu'il est le commandant. Alors, il charge le dragon en espérant porter un coup. Le dragon attaque avec des missiles volants, mais Ike les dévie avec sa lame et réussit à trancher les bras du dragon, le blessant. Alors que le dragon tente de figer le temps à nouveau, Crimson apparaît et lui lance une boule d'argent. Confus, le dragon se demande si Crimson veut jouer à la balle avec lui et songe à l'attraper, mais décide finalement de figer le temps. Cependant, cela active la boule qui explose en pleine lumière du soleil, rôtissant le dragon sur place. Une fois que le temps reprend son cours, Ike réalise que Crimson a armé les civils qu'ils sont censés protéger. Quand il proteste, Crimson explique que Zora, prévoyant de déployer des civils drogués autour de la base pour gêner la téléportation, son intention est de les opposer à ses propres civils hypnotisés. Soudain, ils entendent une forte détonation provenant de la salle de téléportation. Un dragon hybride a forcé l'entrée de la salle de téléportation pour détruire le cercle, mais Fu ne laisse aucun monstre s'en approcher. Il affronte donc la bête et l'abat par magie. Quand Crimson et les autres arrivent, Crimson note que Fu vient de vaincre seul un dragon du 13e siège, et l'opportuniste en lui commence déjà à imaginer comment s'emparer de Fu et de ses pouvoirs. Pendant ce temps, à l'extérieur, la princesse Starlia est soudainement attaquée par un dragon ailé venu d'en haut, ce qui la surprend et la projette au sol. Au même moment, Ragna, Shin et le vieux foncent vers la forêt pour rejoindre Starlia et les autres, massacrant chaque dragon sur leur passage. Le problème est que pour chaque dragon abattu, des centaines d'autres semblent apparaître, et c'est si acharné que Ragna finit par ressembler à un toxicomane qui n'a pas dormi depuis 3 semaines. Chaque souffle est un combat et chaque pas semble plus pénible que le précédent, mais il refuse de s'arrêter, déterminé à rejoindre Starlia. Soudain, une énorme décharge d'argent traverse son corps, et alors qu'une horde de dragons volants lance une attaque d'en haut, les instincts de Ragna s'emballent et il les repère immédiatement. Enveloppé d'une aura argentée, Ragna se précipite sur les monstres et du bout de sa lame, l'argent gèle et anéantit jusqu'au dernier dragon. De l'autre côté de la base, alors qu'une vague de dragons fond sur une Starlia inconsciente, Chris surgit de nulle part pour les éliminer puis la ramène à la base. Ses plans tombant à l'eau, Zora est stupéfait que les humains aient dépassé ses attentes et survécu aussi longtemps, il décide donc de lâcher les gros bras, les dragons matures. Cependant, dès que ces dragons redoutables apparaissent devant Ragna, le Giga Chad les pulvérise d'un simple coup de lame, laissant Shin et Gamo sans voix. 3 autres dragons matures arrivent juste après et Ragna ne cille même pas avant de les envoyer au même endroit. Ça énerve Zora car il ne comprend pas comment Ragna peut éliminer 6 dragons matures et toute une meute de plus faibles comme si de rien n'était. Rien qu'en voyant les contre-attaques parfaites de Ragna, il est confus, puis il remarque que les soldats humains tirent sans pitié sur ces zombies drogués sans se soucier qu'ils soient aussi humains. En plissant les yeux pour mieux voir, il réalise que les soldats semblent totalement hypnotisés, ce qui lui indique que quelqu'un d'autre que la princesse Starlia tire les ficelles ici. En faisant le lien, Zora conclut que la personne qui a fait sauter la capitale sans se soucier des vies humaines doit diriger les opérations à la base. Pendant ce temps, dans la base, Crimson tire une balle dans la main de Fu pour le forcer à activer le portail de téléportation afin de s'emparer du cercle magique. Comme Fu refuse toujours, le psychopathe ordonne à ses soldats lobotomisés de prendre les geeks de Fu en otage jusqu'à ce qu'il accepte d'activer le portail. Fu est sur le point de céder quand la fille à la frange surgit soudainement et lui dit de ne pas écouter Crimson. Elle crie, lui rappelant que les seuls ordres auxquels ils doivent obéir sont ceux de la princesse et non ceux d'un patient psychiatrique. Un des hommes de Crimson tente aussitôt de l'empêcher d'intervenir, mais l'idiot lobotomisé appuie accidentellement sur la détente et l'abat sur le cou. Cela fait craquer Fu, qui jure de ne jamais se laisser contrôler par Crimson. Ce dernier ordonne alors à ses soldats d'exécuter les gens de Fu un par un toutes les 10 secondes jusqu'à ce qu'il obéisse. Alors que le compte à rebours commence, Fu panique et accepte d'activer le portail, mais soudain, la fille à la frange censée être morte ressuscite et se met à briller comme le soleil alors que ses pouvoirs innés s'activent. Effrayée par cette vision, Crimson ordonne vite à ses hommes de tirer, mais alors qu'ils font feu, elle arrête les balles en plein vol et téléporte Crimson et ses hommes au loin avec colère. L'instant d'après, Crimson se retrouve en chute libre en plein ciel et ça lui flanque une peur bleue. Il est surpris que, tout comme Fu, il y ait un autre humain ordinaire dans la base avec des pouvoirs de téléportation exceptionnels et il n'en avait aucune idée, ce qui l'énerve.
En s'écrasant au sol, il espère que Ragna réussira à se téléporter hors de la base, mais tout ce qu'il veut maintenant, c'est mourir pour pouvoir se réincarner. Dans la forêt, Zora envisage d'appeler Voltekamui en renfort, mais il se dit qu'il faudrait environ 40 secondes pour que son message lui parvienne en pleine guerre, alors il décide de ne pas le faire. Au lieu de cela, il élabore des attaques préventives complexes pour surprendre Ragna. Pendant ce temps, en ramenant Starlia à la base, Chris croise le reste des soldats engagés dans un combat acharné contre les dragons. Pour aider, il brandit sa hache et transperce avec précision le torse d'un puissant dragon ailé, le tuant sur le coup. Alors qu'ils avancent vers la base, Starlia reprend soudainement connaissance et se rappelle que Crimson l'avait mise en garde contre le danger de s'en prendre à Zora. Cependant, comme elle était désespérée, Crimson lui avait suggéré que Zora se posterait sûrement à 1 km de la base, du côté de la frontière. Il l'avait aussi prévenu qu'en plus de la synthèse chimique, Zora peut faire pousser des yeux via son sang, ce qui le rend presque omniscient. Mais le bémol de ce pouvoir est que ce dragon effrayant et dégingandé ne peut voir qu'à 2 km de distance. Vu cette limite, Crimson a supposé que Zora se placerait là où il aurait la vue la plus large sur la base, soit du côté de la frontière nord. De retour au présent, Starlia utilise ces infos pour réduire la zone et, grâce à sa précision accrue, localise Zora dans la forêt. Mais quand Zora réalise qu'il est repéré, il libère une toxine mortelle pour anéantir Starlia et ses hommes s'ils osent s'approcher de lui. Mais il remarque alors que Starlia fonce déjà vers lui. En la voyant de près, il se fige car elle lui rappelle son coup de foudre de quand il était humain. Cependant, alors qu'il est distrait par ce fantasme, Nazarina surgit de nulle part et lui arrache la tête. Hélas, quand elle voit que son corps continue de jacasser sans arrêt, elle comprend que ce n'était qu'un leurre et que Zora est toujours bien vivant. Quand elle le rapporte à Starlia, celle-ci la remercie et réalise que le vrai Zora se cache à 100 mètres sous terre. Aussitôt, elle active ses pouvoirs et tente d'extirper cet idiot du sol. Zora panique et contacte vite Tara, lui ordonnant de pilonner la forêt avec ses canons. Tara obéit et, après avoir tiré 6 salves explosives sur la forêt, il contacte Zora pour savoir ce qu'il se passe. En scrutant la zone, Zora voit Starlia gisant au sol, impuissante après l'explosion, ce qui l'excite au plus haut point. Il remercie donc Tara et lui dit de se concentrer sur Ragna. Alors que Zora sort de terre, il voit que Starlia est à moitié consciente et lui propose de rejoindre sa lignée pour ne pas mourir ici. Mais Starlia refuse et invoque une grande lance d'argent qu'elle lui lance dessus, le clouant à un arbre. L'argent de la lance paralyse Zora et avant qu'il ne libère son poison, 2 soldats arrivent et emportent vite la princesse. C'est alors que Chris arrive aussi et, lorsqu'il retire la lance, Zora vole en éclats. Starlia communique alors par télépathie avec ses soldats dans toute la base et les motive à ne pas abandonner. Elle les exhorte à puiser dans leur volonté de tuer les dragons, puis canalise cette force dans la lance de Chris et lui ordonne de la lancer sur Tara. Quand Chris lance le javelot, le corps moribond de Zora prévient Tara de l'attaque. Tara riposte par une énorme explosion, créant un violent mélange de feu et d'argent. Pourtant, la lance transperce tout, mais Tara s'en sort avec une simple égratignure. Mais soudain, Ragna surgit et en saisissant la lance, il la fusionne avec sa main pour frapper Tara d'une quantité d'argent phénoménale, le projetant violemment au sol. Témoin de la scène du haut d'une falaise, Zora panique, craignant que Tara ne soit mort, mais il est soulagé d'entendre enfin sa voix. Mais ce soulagement s'évapore aussitôt, car Tara lui avoue que ses blessures sont fatales et qu'il compte se faire exploser en guise d'ultime offrande à leur lignée. Son plan est d'emporter ses ennemis avec lui dans l'explosion. Et même si l'idée de perdre quelqu'un d'aussi proche de lui brise presque complètement Zora, il comprend que ce que Tara choisit de faire a vraiment un sens. Alors, le cœur lourd, il donne le feu vert à Tara et s'envole dans le ciel sous sa forme d'oiseau. Pour son dernier acte de loyauté envers la lignée, Tara concentre jusqu'à la dernière goutte de sa magie explosive dans son noyau et explose. L'explosion traverse la forêt en direction de la base tout en détruisant tout sur son passage. Heureusement, Ragna arrive juste à temps et projette sa magie d'argent devant l'explosion pour l'intercepter. Cependant, alors que le feu massif commence à le submerger, Starlia le rejoint soudainement, et en se tenant la main, ils combinent leur pouvoir d'argent pour contrôler l'explosion. Pendant ce temps, le reste des soldats continue de tenir la ligne à la base contre l'assaut des dragons, tandis que Ragna et Starlia donnent tout ce qu'ils ont pour contenir la déflagration. Mais soudain, toute l'énergie de l'explosion converge directement sur eux deux, et sa force pure commence à broyer leur argent de l'intérieur vers l'extérieur. Réalisant qu'ils vont finir grillés comme des steaks si ça continue, Ragna parle rapidement à Starlia de la lame d'argent dans son cœur et lui demande son aide pour exploiter son pouvoir. Alors que Starlia envahit son esprit, elle entrevoit soudainement ses souvenirs, et la solitude qu'elle découvre la laisse sous le choc.
Avec son aide, Ragna déchaîne ses arts de combat d'argent, tandis que Starlia enflamme simultanément sa forme d'argent tranchante. Et avec leurs deux puissances maximales fusionnées en une seule, ils libèrent un torrent terrifiant d'énergie d'argent qui gèle toute l'explosion. Mais juste au moment où ils reprennent leur souffle en pensant que c'est enfin fini, Voltec Kamui se matérialise de nulle part et arrache proprement la tête de Starlia comme s'il s'agissait d'un robot défectueux. Puis, sans se retenir, il attaque Ragna avec tout ce qu'il a. Et comme Ragna est déjà épuisé d'avoir combattu toute la journée, Voltec Kamui le projette au sol avec sa griffe de foudre. Tout en tremblant au sol, Ragna essaie de bouger mais réalise que son corps est trop faible pour cela. Soudain, Ragna perd connaissance et quand il se réveille, il est couvert de bandages et allongé dans une tente avec le reste des soldats qui sont également blessés. Après avoir quitté la tente et s'être demandé où il se trouvait, il voit le vieux Gamo et le reste des soldats l'air abattu. C'est alors que Slime le serre dans ses bras et se plaint d'avoir essayé de remonter le moral de tout le monde. À ce moment-là, Ike apparaît et demande à Ragna de le suivre, disant qu'il y a quelqu'un qu'il veut lui faire rencontrer. Alors qu'il traverse le camp, Ike révèle que Fu a réussi à activer le cercle de téléportation et qu'ils ont téléporté avec succès 600 civils. Cependant, Ragna remarque à quel point Ike a l'air triste et quand il le lui fait remarquer, Ike fond en larmes à cause de la mort de la princesse Starlia et du fait qu'il n'a rien pu faire pour la sauver. Alors qu'il est en plein désarroi, Ragna entend une voix semblable à celle d'Ultimatia qui attire son attention. Et quand il se retourne, il voit une fille qui ressemble exactement à Ultimatia et la frappe immédiatement, pensant qu'elle est le monarque dragon. Mais Ike le retient de l'attaquer davantage et tente d'expliquer qu'elle n'est pas Ultimatia. Alors que Ragna lutte pour se libérer de son emprise, d'autres copies de la jeune fille apparaissent soudainement, le laissant sous le choc. L'une d'elles s'avance et précise qu'elles ne sont pas Ultimatia, mais des membres du fléau des dragons de l'église solarienne. Elle révèle se nommer Karula, la faux du temps, et que, tout comme lui, son but est d'exterminer les dragons. Une fois que Ragna s'est calmé, Karula s'assoit pour discuter avec lui et révèle qu'ils sont dans les ruines d'une cité antique préservée par l'église solarienne. Elle explique aussi que l'endroit est protégé par l'église pour prévenir toute attaque surprise des dragons. Ragna apprend alors que c'est Karula qui l'a soigné. Il la remercie donc et s'excuse de l'avoir attaquée. Les formalités passées, Karula demande à Ragna de rejoindre l'église solarienne pour devenir un fléau des dragons, mais Ragna refuse aussitôt. Karula tente de le convaincre en lui rappelant que Starlia souhaitait les rejoindre, mais qu'elle est malheureusement morte avant. Elle lui dit que l'église ne pourra pas accueillir ou nourrir les réfugiés s'il ne vient pas, mais Ragna refuse toujours d'intégrer leur religion. Cependant, alors que la discussion se poursuit, Ragna aperçoit soudain Chimera au loin, les espionnant depuis l'immeuble d'en face. Alors, sans un mot de plus, il abandonne Karula et Ike pour se lancer à sa poursuite. Accompagné de Slime, Ragna s'enfonce dans la forêt en traquant le bâtiment. Et une fois qu'il le localise enfin et entre à l'intérieur, il y trouve Crimson et Chimera qui l'attendent déjà. Crimson l'emmène dans son nouveau labo où il utilise une machine d'auto-réparation pour soigner toutes ses blessures. Il révèle ensuite qu'il s'est réincarné 2 jours plus tôt et a profité de ce temps pour revoir sa stratégie et rebâtir son repère. Starlia étant morte, Crimson propose un nouveau plan, bâtir une nouvelle force de frappe centrée autour de Ragna. Il dit que le plan se concrétisera dans 3 ans et que d'ici là, toute attaque prévue contre les dragons doit être stoppée. Mais Ragna refuse, insistant sur le fait qu'il doit chercher Ultimatia jusqu'au bout du monde pour la traquer. Crimson l'assure qu'ils finiront par traquer Ultimatia, mais pour l'instant, leurs chances de victoire sont faibles. Il explique que son plan est de rendre plusieurs membres du corps d'argent aussi forts que lui, mais Ragna lui coupe la parole et dit que Starlia n'est pas morte. Crimson admet comprendre que plusieurs coups à la tête ont dû lui détraquer le cerveau, mais Ragna insiste et affirme croire fermement que Starlia est toujours en vie. Crimson pense qu'il délire et continue d'insister pour que Ragna suspende sa vengeance jusqu'à ce qu'elle crée une armée capable de résister à la magie temporelle d'Ultimatia et aux éclairs de Voltec Kamui. Mais Ragna décline son offre et s'en va. De retour au campement, il trouve Ike, Chris et le reste des troupes déjà en train de planifier une mission de sauvetage pour Starlia. Chris révèle qu'il a une main prothétique qui tire son énergie de la capacité de manipulation de l'argent de Starlia, et comme elle fonctionne encore, il croit qu'elle est toujours en vie. Pendant ce temps, Starlia est retenue en otage à la base des dragons par Voltec Kamui qui compte s'en servir d'appât pour attirer Ragna et les autres. Il a très hâte d'affronter à nouveau Ragna, et cette fois, il espère que Ragna s'est complètement rétabli. Plus tard, cette nuit-là, seul dans sa chambre, Starlia décide d'aider Ragna et sa bande en forgeant la plus grande épée d'argent qu'elle ait jamais faite pour lui. De retour au camp, Fu aide l'équipe à préparer un autre sort de téléportation pour les transporter jusqu'à la base des dragons. Mais comme ils n'ont pas de magie de dragon, l'alimenter devient un problème.
Cependant, à leur grande surprise, Karula et ses clones apparaissent soudainement et proposent de fournir la magie nécessaire pour l'activer. Au même moment, Crimson est déprimé après que Ragna a refusé de l'écouter et l'a abandonné. Cependant, en consultant les images satellites de la base des dragons, elle remarque une anomalie qui lui fait soupçonner qu'Ultimatia a perdu ses pouvoirs temporels. Cette révélation la sort instantanément de sa torpeur et elle mobilise aussitôt son équipage pour traquer Ultimatia en utilisant Ragna comme appât. De retour au camp, Ikk convoque une réunion d'urgence où Nazarina informe tout le monde de son voyage à la capitale et révèle que chaque âme là-bas a été sauvagement assassinée. Elle explique aussi avoir trouvé un arbre géant absorbant les nutriments des victimes, et en scannant la zone, elle a détecté un éclat de lumière argentée, là où se trouverait Starlia. Alors que tous fêtent la nouvelle, confirmant que Starlia est en vie, Ikk prévient qu'il soupçonne le monarque ailé et sa bande de dragons de s'y trouver également. En clôturant la réunion, Ikk rappelle à tous que l'objectif de la mission est de secourir son Altesse et d'éliminer le monarque ailé. Plus tard, cette nuit-là, Fu finit enfin de tracer le cercle de téléportation et après l'avoir activé, Karula et ses sœurs de lumière y canalisent en leur magie. Cependant, la puissance magique requise pour activer le cercle draine leur force vitale et transforme leur beauté parfaite en celle de vieilles grand-mères. Alors que ses sœurs meurent, les unes après les autres, Karula explique calmement que leurs vies sont insignifiantes car leur but est de soutenir ceux qui combattent les dragons. Après avoir dit cela, elles meurent aussi et les troupes sont téléportées par magie vers la capitale. Dès leur arrivée, des dragons surgissent soudainement du sol et attaquent, mais le groupe parvient à se défendre. Mais à ce moment-là, Borgias se transforme en un Godzilla et menace de tous les écraser. Pendant ce temps, Ragna traque Volt et Kamui pour leur revanche tant attendue, mais c'est là qu'il apprend que l'écureuil hideux a empoisonné Starlia. Alors que Ragna se précipite vers elle, Zora révèle, d'un autre endroit, que la princesse va mourir d'un instant à l'autre et qu'ils ne peuvent rien y faire. Luttant pour rester en vie, Starlia donne à Ragna l'épée qu'elle a forgée pour lui et s'excuse en larmes de ne pas avoir pu en faire une parfaite. Mais Ragna l'assure que la lame est parfaite, et alors qu'il part défier Volt et Kamui, Nazarina arrive pour s'occuper de Starlia. Marchant vers Volt et Kamui, Ragna commence à irradier une énergie de Sylvarien et insiste pour que Volt et Kamui prennent sa forme de dragon avant le combat. Volt et Kamui acceptent avec enthousiasme, tel le maniaque du combat qu'il est, et en se transformant, il invoque ses puissantes lances sous des arcs électriques. La force pure de leur collision alors qu'ils s'affrontent pulvérise complètement le sol sous leurs pieds. Mais Nazarina saisit une épée d'argent lancée par Ragna et s'en sert pour propulser Starlia hors de la zone d'impact en sécurité. Zora, quant à lui, subit une transformation complète en dragon à bec et les soldats d'Argentum jettent absolument tout ce qu'ils ont sur lui pour l'abattre. Le vieux Gamo passe à la vitesse supérieure et s'acharne sauvagement sur Zora avec toute la force que son corps peut encore produire, et la pression des soldats effraie Zora. Sans reculer, Zora libère une brume empoisonnée sur eux, mais Gamo la traverse et projette Zora au sol. Réalisant que c'est leur chance d'en finir avec Zora, les soldats se précipitent pour l'abattre. Mais soudain, la prothèse de Chris, alimentée par l'énergie argentée de Starlia, tombe, figeant tout le monde à l'idée que Starlia soit morte. Cependant, alors qu'ils sont sous le choc, Zora se transforme en une autre abomination, plus forte et féroce que la précédente. Alors qu'il lève son arme massive, Gamo pousse vite Shin, mais le vieil homme est coupé en deux, mourant instantanément. Au même moment, Ragna et Volt et Kamui continuent de se battre férocement, jusque dans l'espace, et aucun ne veut abandonner. Pendant que Nazarina et Starlia observent Ragna combattre dans le ciel, le poison submerge complètement les organes de Starlia, et alors qu'elle rend son dernier souffle, Nazarina lui fait tristement ses adieux avant de partir. Pendant ce temps, Crimson finit par trouver un moyen de s'introduire dans la chambre d'Ultimatia pour l'éliminer. Elle tire, mais la balle d'argent ne fait qu'effleurer la main d'Ultimatia. Cependant, cela enrage Ultimatia, qui prend sa forme de dragon et Crimson se transforme également. Avec des balles d'argent, Crimson tire coup sur coup pour abattre Ultimatia, mais celle-ci érige une barrière pour se protéger. Crimson décuple alors l'intensité de l'argent par 5, et quand elle tire à nouveau, les balles percent la barrière et touchent ses ailes. Hurlant de douleur, Ultimatia glisse et tombe d'un piédestal, et Crimson se précipite vers elle, arme au poing. Mais réalisant qu'elle va mourir, Ultimatia crie de peur, provoquant une puissante explosion. La bataille fait rage jusqu'au coucher du soleil, et alors que les soldats espèrent que le soleil affaiblira les dragons, Zora devient fou furieux et les massacre. Pour l'arrêter, Fu s'injecte une seringue dont le contenu active ses pouvoirs de dragon inné, le rendant assez fort pour affronter Zora. Cependant, Fu se fait malmener par Zora, et alors qu'il est jeté d'une falaise, Ikk le poursuit immédiatement et le sauve. Pourtant, Zora ne bronche même pas et continue d'avancer pour achever Fu.
Mais alors qu'il approche, Shin surgit de nulle part, rayonnant d'énergie argentée et le frappe en plein visage avec un coup d'argent. L'argent frappe Zora comme un poison, mais ce n'est pas assez pour l'achever, alors Chris s'avance et se propose pour en finir. En se lançant sur Zora, il réalise que rien de ce qu'il a combattu n'a jamais été aussi important que cet instant. Et ainsi, même avec du sang coulant de tout son corps, Chris déchaîne une tempête absolue de coups sur lui. Avec le visage de chaque camarade tombé qui brûle dans son esprit, Chris puise au plus profond de ce qu'il lui reste et assène un coup unique, directement sur le sommet du crâne de Zora, et ce coup l'envoie s'écraser lourdement au sol. Quand les yeux de Zora s'entr'ouvrent à nouveau, il est complètement revenu à sa forme humaine et ne peut même plus bouger le moindre petit doigt. Alors Ike s'approche calmement et lui plante une lame en plein cœur pour sceller son destin. D'un autre côté, Crimson est en train de démolir Ultimatia sur tous les fronts, physiquement et mentalement à la fois. Elle lâche une bombe. Le soi-disant dieu qu'Ultimatia croit l'avoir envoyé détruire le monde n'est qu'un gamin surpuissant qui fait une crise. Cette révélation frappe Ultimatia de plein fouet et la renvoie dans son passé, à l'époque où elle n'était qu'une simple membre de la science du temps dont le seul rêve était de guérir les gens. Starlia tente alors de s'échapper, mais Crimson la poursuit rapidement, arme au poing, déterminée à ne pas laisser Ultimatia en vie. Sentant qu'elle est poursuivie, Ultimatia riposte en tirant de petits missiles, mais Crimson les esquive facilement. Dès qu'elle voit une ouverture, elle ajuste son tir, mais une énorme explosion retentit et projette Ultimatia et Crimson au sol, les laissant tous deux gravement amochés. Pendant ce temps, Ragna et Walte Kamui se rendent coup pour coup sans qu'aucun ne parvienne à prendre l'avantage. Au sol, Ultimatia parvient à peine à se redresser quand les soldats l'encerclent. Nazarina lui plante alors une lame en plein crâne, la faisant hurler de douleur et déclencher une explosion dévastatrice qui rase tout autour d'elle. Dans le ciel, Walte Kamui aperçoit Ultimatia en difficulté en bas et quelque chose en lui se débloque complètement. Grâce à cela, Walte Kamui explose de vitesse et de puissance brute et Ragna ne parvient soudain plus à suivre. Walte Kamui frappe la jambe de Ragna puis lui tranche net la tête, mais Ragna la remet en place instantanément et lance une technique mortelle appelée la chasse au dragon. Ces deux colosses dégageant une puissance incroyable, ils se préparent pour l'affrontement final. Alors que Ragna prend une posture familière, Walte Kamui réalise qu'il a déjà vu cette garde auparavant. C'était la même posture qui a failli l'envoyer dans l'au-delà, bien qu'il ait réussi à survivre. Cependant, il est convaincu qu'avec sa force actuelle, il pourra encaisser l'attaque, alors il provoque Ragna et lui dit de foncer. Pendant ce temps, alors qu'Ultimatia se traîne, elle appelle Walte Kamui à l'aide, mais celui-ci est déjà bien occupé et ne peut rien faire. À ce moment, Walte Kamui se lance sur Ragna et au milieu de sa charge, il se transforme en sa forme de foudre finale. Mais lors de l'impact, Ragna déclenche une double entaille imprégnée d'une énorme quantité d'argent, désintégrant Walte Kamui. Quand Ultimatia réalise que Walte Kamui est mort, elle hurle de rage, ce qui réactive automatiquement ses pouvoirs temporels. Cela l'excite, mais alors qu'elle savoure l'instant, elle reçoit une balle dans la poitrine tirée par un homme de Starlia qui bouge dans le temps. Alors qu'Ultimatia s'effondre, elle reprend sa forme humaine et, rampant de douleur, elle supplie le dieu dragon de l'aider. Cependant, elle n'obtient aucune réponse, se demandant si son dieu l'a soudainement abandonnée et oubliée. À ce moment, le soleil se lève et sa chaleur commence à la brûler lentement. Alors qu'elle pleure, son corps entier se consume jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une fois la poussière retombée, Crimson demande à Ragna s'il va s'arrêter maintenant qu'il s'est vengé ou continuer à chasser les dragons. Quand Ragna répond qu'il veut continuer, Crimson l'emmène dans son laboratoire et le soigne. Après cela, il le conduit dans une pièce où Ragna est choquée de voir le reste de l'équipage. Il découvre aussi que Starlia est vivante mais qu'elle suit toujours un traitement. Crimson explique que le poison a disparu, mais rien ne garantit le moment où elle se réveillera. Cependant, Ragna pleure et dit qu'il croit qu'elle se réveillera pour lui fabriquer l'épée qu'elle a toujours voulu forger pour lui. Plusieurs semaines plus tard, Ragna se prépare à poursuivre sa chasse au dragon, mais en chemin, il croise Shin, qui se remet lui aussi de ses blessures. Ragna lui fait ses adieux, expliquant qu'il part chasser la lignée suivante. Il se dirige ensuite vers la voiture où Crimson l'attend déjà, prêt à le soutenir comme d'habitude. Commentez Silverine si vous avez vu ce récap jusqu'au bout, et si vous aimez les récaps d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez la vidéo suivante.